Dans la vidéo précédente, j'ai bien pris soin de prendre deux exemples parfaitement asymétriques et extrêmes. D'un côté, un joueur dont il est très difficile de déterminer qu'il triche et qui paraît même insoupçonnable, et qui pourtant, après plus de 5000 parties, a été banni par le site. De l'autre, un joueur dont il est à l'opposé parfaitement évident pour tout joueur confirmer que c'est un tricheur et qui n'a pas été banni. Comme attendu sur un sujet aussi polémique, les réactions ont été extrêmes elles aussi et très variées. Entre la foule de commentaires plus ou moins agressifs qui visent à discuter que tout rachat est un coup logique ou non, commentaires qui parfois tournaient directement à l'insulte et que j'ai dû supprimer, ou ceux qui témoignaient simplement d'expériences similaires, il se trouvait encore quelques personnes pour nier que la triche est effectivement un problème, ou prendre la défense de la personne bannie, exprimant qu'elle avait été accusée à tort. Il s'est trouvé un commentaire qui a bien attiré mon attention. Celui-ci. Il résume en effet bien les raisons qu'on aurait de ne pas signaler le joueur de mon premier exemple. J'exprimais en effet dans l'espace commentaire que j'estimais à environ peut-être 5% de chance les risques que ce joueur soit effectivement un tricheur. Tout rachat en étant, on en conviendra tous, un coup pas particulièrement extravagant non plus. Alors cette critique, elle paraît du coup parfaitement pertinente. Pourquoi dénoncer un adversaire en estimant qu'on a 95% de chance de risque de se tromper? Alors avant même de commencer à répondre à la question, déjà, je tiens à préciser que tout coup sera évident pour certaines personnes et non évident pour d'autres. Un coup si compliqué et sophistiqué soit-il sera joué par des joueurs potentiellement très faibles comme très forts, et peu importe un coup joué sur l'échiquier, il s'en trouvera toujours pour estimer qu'il est logique et d'autres non. Ce qui va changer, c'est la proportion de joueurs pensant que le coup est logique ou non. Prenez cette position par exemple. C'est très au blanc, je vous laisse un moment pour mettre en pause. Vous feriez quoi? Ok, je vous ai laissé un moment. Eh bien, je suis persuadé, et j'essaierai d'en faire un sondage, si j'en trouve le moyen, que tous les coups ont été imaginés par une foultitude de joueurs qui ont réfléchi à cette position. Je pense qu'une grande fraction de joueurs, forts comme faibles, aura pensé à jouer cavalier FH5. Je suis persuadé que des joueurs potentiellement très faibles auront eu envie de jouer cavalier prend E6, et que si on échantillonne sur un éventail suffisamment large de personnes, absolument l'intégralité des coups imaginables auront été testés par au moins l'une d'entre elles. Ce qui va varier pour un coup comme cavalier prend G6 par exemple, c'est la proportion de joueurs forts par rapport au nombre de joueurs faibles qui vont jouer le coup. Ici, pratiquement aucun joueur fort ne jouera cavalier prend G6, peut-être un joueur sur 1000 à plus de 1700 Elo, alors que potentiellement un pourcentage beaucoup plus important de joueurs à niveau plus faible l'essaieront. Je pense que pas mal de joueurs, forts comme faibles, auront peut-être pensé au sacrifice cavalier FH5, qui a d'ailleurs été joué dans la partie. Et pourtant, il se trouve être que le meilleur coup est de loin le très surprenant cavalier prend E6. Et de loin, hein, parce que cavalier prend E6, ça a plus 2, toutes les autres lignes sont au mieux égales. Ce qui est amusant avec cet exemple, c'est que des joueurs très forts comme très faibles peuvent tout aussi bien trouver le coup cavalier prend E6. La différence, c'est qu'ils vont pas le jouer avec la même intention. L'argument d'un joueur faible, par exemple, ça va être de jouer cavalier prend 6 avec simplement l'idée de gagner la paire de fou. Ça peut être une autre raison, hein, ça peut être pour aller mettre le fou en G5 par exemple. En fait, mon exemple, il est tellement extrême que, ironiquement, il y a peut-être même plus de joueurs faibles qui arriveront à trouver cavalier prend 6 que de joueurs forts. Parce qu'en fait, pour un joueur relativement fort, mais pas trop fort, le fou E6 c'est un gros pion, et on joue plutôt l'attaque, c'est hyper tentant de jouer cavalier FH5. Alors qu'il y a pas mal de joueurs faibles qui auront tendance à penser que gagner la paire de fou c'est plutôt un bon plan. En plus, on a l'avantage d'espace, alors c'est d'autant moins intuitif, ça fait un peu penser au problème stratégique que j'ai publié 2 semaines plus tôt d'ailleurs. C'est pour vous montrer que dans cette position, comme dans n'importe quelle position d'échec, au final, on trouvera toujours des joueurs pour justifier le meilleur coup, fort ou faible, avec des raisons complètement différentes. Et je pense même que certains joueurs potentiellement très faibles vont trouver toute la séquence qui justifie cavalier prend E6. Par chance ou pas, peut-être par succès. Peut-être que parce que par chance, ils auront une référence qui leur permettra de comprendre l'intégralité de la séquence, alors que peut-être un joueur fort, il aurait été absorbé par cavalier FH5 pour une raison complètement différente et le coup cavalier prend 6 ne lui aura pas du tout traversé l'esprit. Il faut garder à l'esprit qu'aux échecs, la probabilité de trouver le meilleur coup dans une position, elle augmente quand le niveau augmente, mais ça n'équivaut pas à trouver le meilleur coup systématiquement quand on est mieux classé. Ça n'équivaut pas non plus à dire qu'un joueur moins classé jouera systématiquement un coup moins bon. Parfois, un joueur moins classé aura joué un meilleur coup qu'un joueur mieux classé.
Parfois, un joueur moins classé va trouver toute une combinaison gagnante qu'un joueur potentiellement bien mieux classé n'aura pas trouvé. Cet exemple, c'est essentiellement pour vous montrer que tous ceux qui disent j'ai trouvé tour H1 alors que je suis classé 1200 Elo, ça n'a aucune valeur, j'en suis désolé. Par contre, je ne remets absolument pas en cause votre bonne foi, hein. Je suis persuadé que vous dites ça en toute sincérité. Alors avant de revenir sur le sujet, il se trouve que cavalier prend E6, ça justifie par la séquence suivante. Les blancs continuent par F4 et après le naturel C5. F5, les blancs pulvérisent l'aile roi des noirs. C'est seulement si on a vu jusque-là qu'on peut commencer à entrevoir la raison profonde du coup. Et à nouveau, je reste persuadé que si on prend 5000 personnes, fort comme faible, il se trouvera quelques personnes en dessous de 1700 Elo qui auront trouvé toute la séquence. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura quand même. Bien sûr, il y aura une proportion beaucoup plus grande de forts joueurs qui trouveront le coup. Il se trouvera des joueurs parmi toutes les tranches Elo pour arriver à trouver la séquence. C'est juste la proportion qui va changer. Alors maintenant, revenons sur la question de départ, qui est quand même de savoir si oui ou non on a raison de signaler un joueur avec 5% de chance seulement d'avoir raison. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux maths, parce que pour répondre à cette question d'apparence simple, il va nous falloir utiliser des armes massives. Aujourd'hui, on va parler loi forte des grands nombres et théorème central limite. Oui, on a besoin de ça pour répondre chirurgicalement à la question. Alors, je vais faire aussi simple que possible, mais malheureusement, la question étant très compliquée, je ne pourrais pas faire plus simple que possible. Qu'est-ce que ça nous dit dans un cas très simple, la loi forte des grands nombres? Dans un cas fondamental comme celui du lancer d'une pièce, la loi forte des grands nombres nous dit simplement la chose suivante. Si vous répétez suffisamment de fois l'expérience de lancer une pièce équilibrée et que vous comptabilisez le nombre de piles ou le nombre de faces, la loi forte des grands nombres énonce que la division du nombre de piles sur le nombre de lancers va inéluctablement tendre vers 1/2. À très court terme, sur peu de lancers, il peut éventuellement se produire toutes sortes de bizarreries. Vous pourriez par exemple commencer votre expérience en obtenant 5 piles, ou comme sur mon image, obtenir successivement 4 faces. Mais à long terme, le rapport du nombre de piles sur le nombre de lancers va inéluctablement se rapprocher de 1/2. Maintenant, un deuxième aspect des choses est le suivant. Si je décide de fixer mon nombre de lancers par avance, et que je comptabilise encore le nombre de piles, quel genre de résultat devrais-je m'attendre à trouver? À peu près une moitié de piles et une moitié de faces. C'est ce qu'énonce d'ailleurs la loi forte des grands nombres pour un grand nombre de lancers, et 100, ça commence à devenir assez conséquent. Bien sûr, on va en fait assez rarement trouver exactement 50 piles et 50 faces. On va peut-être trouver 52 piles, 48 faces, ou 55 piles, 45 faces. En tout cas, on s'attend à trouver des valeurs qui vont tourner autour de 50. Et maintenant, je pose la question suivante. À partir de quel écartement de la valeur 50 on peut commencer à trouver le résultat bizarre? Si j'obtiens 55 piles et 45 faces, par exemple, ça choquera personne, c'est un résultat plutôt attendu. Mais par contre, si j'obtiens 70 piles et 30 faces en faisant l'expérience, ça pourra déjà commencer à éveiller la curiosité de certains, non? On pourra par exemple commencer à penser que la pièce n'est pas vraiment équilibrée, peut-être un peu plus lourde d'un côté. Et maintenant, si je considère un cas extrême où j'aurai un résultat de 99 piles et une face, normalement, avec un peu de bon sens, ça devrait sidérer à peu près tout le monde. Alors si vous n'avez jamais fait de maths, vous pouvez peut-être vous dire à vue de nez que 99 piles et une face, ça a quelque chose comme 1% de chance de se produire. En fait, pas du tout, hein. On n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur d'improbabilité. En fait, ça se calcule comme 100 fois 1/2 à la puissance 100. Pourquoi? Parce que pour obtenir ça, vous pouvez avoir comme résultat face, pile, que des piles, pile, face, pile, ou pile, face, pile. Il y a 100 possibilités pour votre pièce qui a donné face. Et le puissance 100, c'est parce que chaque pièce a une chance sur deux de faire pile ou face, et comme les lancers de pièces sont indépendants, les probabilités entre les résultats consécutifs des lancers de pièces se multiplient. On obtient le résultat de 7,8 et quelques fois 10 puissance moins 31. Pour vous donner une vague idée de l'improbabilité démentielle du résultat, prenons la comparaison suivante. Le chercheur et physicien David Louapre, de l'excellente chaîne YouTube Science Étonnante, a estimé par un calcul assez simple le nombre de grains de sable, ou en tout cas l'ordre de grandeur approximatif qui peut s'y trouver, et obtenu un résultat d'environ 10 puissance 23. Ce résultat varie un peu selon les chercheurs, mais ne dépasse pas 10 puissance 26. Eh bien, la comparaison de ces deux nombres nous permet de comprendre que si l'on répétait l'expérience de lancer 100 fois une pièce autant de fois qu'il y a de grains de sable sur Terre, et si l'on comptabilisait alors le nombre de fois où l'on obtenait au moins 99 piles, eh bien on ne s'attendrait même pas à ce que ça arrive une seule fois.
Car en effet, l'espérance du nombre de fois où un tel événement se produirait s'obtient en multipliant ces deux nombres, et on obtiendrait une valeur très inférieure à 1, même en prenant les estimations les plus larges pour le nombre de grains de sable. Pour revenir à notre sujet, donc, dans un cas aussi extrême que celui d'un résultat aberrant comme 99 piles et une face, il serait complètement déraisonnable de penser autre chose que la pièce a un problème. Pourtant, vous voyez bien qu'entre un résultat raisonnable de l'ordre de 55 piles, 45 faces et 99 piles et une face, il se trouve tout un bestiaire de variantes possibles qui paraissent plus ou moins probables. Alors à partir de quel moment ça devient vraiment bizarre? 75-25, 80-20? Et c'est là maintenant que notre deuxième théorème central limite intervient. Je vais aller à l'essentiel pour que vous compreniez tous, sinon on y passe 10 heures. De fait, je vais me permettre quelques raccourcis. Nos xi ici, c'est nos lancers de pièces. La somme des xi, c'est la somme des résultats. Par exemple, dans mon exemple, quand je faisais 55 piles, 45 faces, la moyenne, c'est 0,55. Ah oui, parce que dans ce cas, 1 sur n fois la somme des xi, c'est 1 sur 100, il y a 100 lancers, fois 55. On a juste additionné les 55 piles et on a compté 0 pour les faces. Et donc, x bar, 1 sur n fois la somme des xi, c'est juste la moyenne, tout simplement. La flèche au milieu, elle nous dit essentiellement que, dans un sens que je vais vous préciser, on peut approximer la probabilité de ce qui va se passer à gauche par la probabilité de ce qui va se passer à droite. Ce n01 à droite, c'est la loi normale de paramètre 0,1, je vais expliquer ce que c'est dans un instant. La loi normale est souvent représentée par cette courbe en cloche. En effet, c'est une fonction de probabilité. Alors qu'est-ce que c'est? Pour aller droit au but, l'air que je viens de hachurer sous la courbe vaut 1. Et cette loi normale va essentiellement nous aider à déterminer la probabilité d'apparition d'un événement aléatoire, en l'occurrence la moyenne de la somme de nos pièces, dans un intervalle donné. Par exemple, la probabilité qu'un événement aléatoire suivant une loi normale apparaisse dans l'intervalle qui a l'air d'être ici moins 1, 1, peut se calculer en considérant l'air hachuré dans l'intervalle sous la courbe et le diviser par l'air total, à savoir par 1. Par exemple ici, si l'on considère que j'ai effectivement colorié la moitié de la courbe dans l'intervalle moins 1, 1, c'est que la probabilité d'apparition de l'événement se trouve être 1 demi. Or, ce que nous dit le théorème central limite, c'est que notre membre de gauche qui contient notre précieux terme de moyenne a une répartition qui s'apparente à notre courbe en cloche à droite. Et finalement, par un petit jeu de calcul dont je vous passe les détails, sinon on n'en finira jamais, on peut en déduire la probabilité que notre moyenne de piles et de faces appartienne à n'importe quel intervalle donné grâce à cela. Par exemple, la probabilité que notre moyenne de piles ou de faces apparaisse dans l'intervalle 0,45-0,55, pour la connaître, il suffit simplement de colorier l'air sous la courbe dans cet intervalle. Et la probabilité, ça sera essentiellement cet air-là. Alors je vous passe des détails calculatoires compliqués, c'est pas exactement ça, mais c'est essentiellement l'idée. Donc après, pour connaître nos airs, il faut utiliser ce qu'on appelle une table de loi normale, et puis faire quelques calculs. Mais bon, ça se fait très bien. Si au lieu de faire 100 lancers de pièces, j'avais plutôt décidé de faire 1000 lancers de pièces, et que cette courbe orange plus claire représentait maintenant ma nouvelle gaussienne, eh bien vous voyez donc que l'air qui se trouve sous cette courbe dans cet intervalle, et donc notre probabilité, est plus grande. Autrement dit, plus je fais de lancers de pièces, plus j'ai de chances que la moyenne de mes lancers se trouve dans l'intervalle 0,45-0,55. Si au lieu de 1000 lancers, je décide d'en faire 10 000, ma courbe va plutôt ressembler à ça. Et à nouveau, si je colorie l'air consacré, et donc la probabilité que notre moyenne se trouve dans cet intervalle va encore augmenter. Alors ça porte un nom en mathématiques, on dit que la variance, elle diminue. Plus j'augmente mon nombre de lancers, plus je m'attends avec une grande probabilité à ce que ma moyenne soit très proche de 0,5. C'est logique, c'est parfaitement cohérent avec ce qu'on a dit avant. La loi forte des grands nombres, elle nous prédisait déjà que ça allait converger vers la valeur 1,5. Maintenant, ce qu'on a en plus, c'est un encadrement de la probabilité que ça s'en écarte. Alors, avant de revenir sur le sujet, une dernière conséquence intéressante, vous le verrez par la suite, et qui pourrait ne pas être évidente pour celui qui ne fait pas de maths, c'est la différence fondamentale entre faire 100 lancers de pièces, obtenir 55 piles, 45 faces, et 10 000 lancers, 5500 piles et 4500 faces. Dans les deux cas, le rapport, nombre de piles divisé par le nombre de lancers, est le même, 0,55. On pourrait de ce fait facilement imaginer à tort que la probabilité d'appartenance de la fréquence à l'intervalle 0,45-0,55 soit exactement la même dans les deux cas. Eh bien non, et c'est précisément dû à cette augmentation en pic de la courbe en cloche à mesure qu'on augmente le nombre de lancers, à savoir le resserrement de la variance. Ok, alors Thomas il nous parle de cloche, de pile ou face, de grains de sable, mais c'est quoi le rapport avec les échecs? Eh ben on y vient. On y vient maintenant qu'on est enfin armé pour répondre à la question.
Maintenant, dans tout ce qui précède, on va remplacer le pile ou face par le signalement ou non d'un joueur. Pour commencer, tout joueur, qu'il triche ou non, sera régulièrement signalé par d'autres joueurs. En effet, n'importe quel joueur, si faible soit-il, fera de temps en temps des parties parfaites, qui éveillera la suspicion de ses adversaires. Et même s'il n'effectue pas de partie parfaite, il arrivera parfois que ses joueurs le signalent à tort simplement parce qu'ils auront été impressionnés par son jeu. Les valeurs qui vont suivre dans les raisonnements suivants sont données à titre arbitraire, car bien qu'étant matheux, je n'ai pas accès aux informations de Chesscom dont disposent les mathématiciens qui travaillent pour eux. On va partir d'un postulat de départ qui me paraît assez évident, mais qui, on y reviendra par la suite, peut éventuellement être contesté et constituer la critique du modèle que je vais vous exposer. Je pars du principe que tous les joueurs non tricheurs sont signalés par une proportion à peu près identique d'adversaires. Du moins à un niveau Elo donné, fixé par avance. On va par exemple imaginer que tous les joueurs à 1700 Elo qui joueront contre des adversaires d'à peu près le même classement moyen se feront signaler avec une certaine probabilité P qui sera la même. Alors maintenant, cette probabilité P, on ne la connaît pas. Chesscom en dispose. En effet, ils peuvent faire ce que l'on appelle calculer des statistiques empiriques à partir d'un échantillon entre guillemets sain de joueurs qui ne trichent pas, ou dont ils s'assurent qu'ils ne trichent pas, pour établir si effectivement mon axiome est vrai et que l'ensemble des joueurs qui ne trichent pas se font signaler à la même fréquence approximative. J'insiste que cela a de très grandes chances d'être vrai, mais est un axiome de départ qui peut éventuellement être contesté. Et je dis quelque chose que j'estime somme toute assez évident. Si on a le même niveau et qu'on ne triche pas, on va se faire signaler à peu près à la même fréquence. Ça paraît pas déconnant quand même. Pour fixer les choses, on va dire dans un exemple que cette probabilité P est estimée par Chesscom à 16% de chance. Pour une tranche Elo, disons de 1700 Elo à 1800 Elo. J'insiste une dernière fois, ces valeurs sont données à titre arbitraire, Chesscom en dispose mais ne les divulgue pas. Maintenant, parmi ces 16% de joueurs qui vous ont signalé, il se trouve différents types de profils. Il y a les hyper méfiants qui vous ont signalé sur la base d'un coup ou deux. Il y a ceux qui vous ont signalé parce que vous avez fait peut-être pour une fois une combinaison brillante. Il y a ceux qui ont été juste énervés de perdre et qui signalent à peu près tout le monde. Enfin bref, ce 16%, il est constitué d'une grande variété de profils différents. Mais il est à peu près le même pour tous les joueurs qui ne trichent pas. Alors maintenant, en se basant sur cela, Chesscom va désormais tester l'hypothèse selon laquelle vous êtes un tricheur ou non. Comment va-t-il procéder? Puisque d'après mon hypothèse de départ, on se trouve exactement dans les conditions du théorème 2 central limite, cette fois-ci non pas avec un pile ou face dont la fréquence moyenne s'exprime avec une gaussienne centrée en 1,5, mais avec des gaussiennes centrées en 1/6, puisque 0,16 c'est à peu près 1 sur 6, et Chesscom il s'en fiche pas mal que l'intervalle ce soit 0,45, 0,55. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de bannir des tricheurs avec 99% de certitude. Alors c'est pareil, je dis 99% de chance de certitude, mais j'en sais rien. Je suis pas employé chez Chesscom et je sais pas avec quel taux exact de précision de certitude ils vont bannir un joueur. Tout ce que je sais, c'est que Chesscom ayant déclaré préférer voir un coupable en liberté plutôt qu'un innocent en prison, il est vraisemblable que leur fourchette de certitude pour éliminer un potentiel tricheur se situe entre 95% et 99%. Alors, nous, pour les biens de notre vidéo, on va fixer ça à 95%, sinon ça sera illisible sur mon diagramme. Donc, par rapport au nombre de parties que vous avez jouées, Chesscom va essayer de déterminer dans quel intervalle autour de la valeur 1/6 doit se situer la fréquence du nombre de signalements qu'ont fait vos adversaires de vous. Et va déterminer si effectivement votre fréquence de signalement se situe bel et bien dans cet intervalle ou non. Et c'est cela qui va effectivement déterminer si votre signalement va engendrer un bannissement ou au moins une analyse approfondie de votre compte, qui engendrera éventuellement potentiellement le bannissement de votre compte. Alors Chesscom n'allant évidemment pas vous bannir si vous avez une fréquence de signalement inférieure à la moyenne attendue, on peut évidemment supprimer les limites à gauche. Et au passage, oui, évidemment, je fais mes courbes sous Paint, je pense qu'à ce stade, ça se voit bien. Pour être parfaitement sûr que vous compreniez bien ce que je suis en train d'expliquer, on va considérer différents types de tricheurs. Alors on va commencer par le tricheur très grossier, celui qui joue les premières lignes d'ordi. Je l'ai représenté par une flèche rouge parce que celui-là, il n'aura pas besoin de jouer plus de 100 parties pour se faire bannir. Pour ne pas se faire bannir, je rappelle qu'il devrait se trouver à gauche de la barre verticale rouge, pour laquelle, si vous ne vous y trouvez pas, Chesscom peut rejeter l'hypothèse selon laquelle vous n'êtes pas un tricheur avec 99% de certitude, et donc potentiellement vous catégoriser en tant que tricheur.
Alors ce tricheur, normalement, il avait de la marge, parce que pour moins de 100 parties, l'intervalle de certitude, il est plutôt large, pour s'assurer que ça fasse bien 99% de certitude. Et comme ce joueur n'a pris aucune précaution à systématiquement jouer les premières lignes d'ordi, c'est très facile pour la plupart des joueurs de le repérer et de le signaler. Et donc ce joueur, il va se faire dégager du site en moins de 100 parties, pas de problème. Ensuite, il y a les tricheurs un peu moins grossiers, ceux qui ne vont tricher qu'une partie sur deux ou une partie sur trois, ou qui éventuellement vont jouer 5 ou 6 coups de machine, pas plus. Rarement une combinaison complète. Ce type de tricheur trichera suffisamment peu ou suffisamment subtilement pour qu'en moins de 100 parties, il soit impossible à débusquer en se situant juste à la frontière à partir de laquelle il pourrait éventuellement se faire bannir, mais ils tricheront encore suffisamment mal pour se faire remarquer de bon nombre de joueurs, ce qui engendrera un taux supplémentaire de signalement. Et la fréquence de signalement de ces joueurs, au terme de 500 parties, finira par s'écarter de l'intervalle de confiance qui permet de les discriminer comme des tricheurs. Et ensuite, il y a le tricheur très fin. Celui qui va peut-être tricher une partie sur 4 ou sur 5 et sur un seul coup de la partie, il va jouer tout le reste lui-même. L'intégralité de la partie aura l'air naturelle, très difficile à démasquer évidemment. Alors parmi ces tricheurs très fins, certains vont commettre des erreurs évidentes en jouant des top coups machines qui sont évidemment grossièrement non humains. Et ça va suffire pour faire suffisamment varier la fréquence pour qu'au terme de 1000 parties, il soit quand même en dehors de l'intervalle de confiance de 99% de certitude. Parce qu'ils tricheront juste suffisamment pour ne pas rentrer suffisamment vite dans le resserrement de la variance au terme de 1000 parties de la gaussienne que j'ai représentée en jaune. Mais il y aura, comme vous le voyez sur l'embranchement de gauche, les tricheurs les plus malins qui vont encore réussir à passer ce filtre. Alors la question finale, c'est combien il va falloir de parties pour les éliminer, ceux-là 5000, 10 000 ? Et surtout, qu'est-ce qui va vraiment finir par discriminer leur fréquence de signalement ? Eh bien, ce sont tout simplement les joueurs qui vont signaler au moindre doute. Car il n'y a effectivement plus que ceux-là qui pourront faire la différence. En effet, ceux qui ne signalent que lorsque c'est certain ou au moins très évident, ne vont signaler que les tricheurs très grossiers ou grossiers, et n'auront pas d'incidence sur la fréquence de signalement des tricheurs très fins. Alors maintenant, ceux qui auront la gâchette un peu facile comme moi vont effectivement parfois signaler des innocents à tort. Sauf que ça aura quoi comme effet ? Ça va rehausser le taux de signalement de l'intégralité des joueurs un peu, mais en tout cas, ça ne va pas discriminer les innocents entre eux pour faire passer un innocent à coupable. Sauf que les tricheurs très fins, ils vont les bannir un tout petit peu plus que les innocents, et ça va suffire à discriminer les deux populations. C'est ainsi que des tricheurs qui trichent de manière très fine finissent par se faire bannir au terme de peut-être 5000 parties, voire plus, simplement parce qu'il existe des personnes qui, au moindre doute, prennent la peine de signaler un joueur. Est-ce que ça va causer le signalement d'innocents ? Oui. Est-ce que ça aura une incidence pour bannir des innocents ? Pas du tout. Parce que ce qui compte, c'est de discriminer des populations. Alors je vais donner un exemple supplémentaire pour bien étayer la preuve. Imaginez quelqu'un de caricatural qui va signaler absolument tout le monde, 100% des personnes. Eh bien, ça n'aura aucune incidence sur le bannissement de qui que ce soit. Car le signalement de ce joueur un peu fou n'aura aucun caractère discriminatoire. En d'autres termes, ça va augmenter la fréquence de signalement de tout le monde et ça ne va pas faire de différence entre un joueur ou un autre. Pour conclure, je n'imaginais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Le sujet est mathématiquement très compliqué et c'est bien pour ça que chez Chesscom, ils doivent employer des mathématiciens. J'ai bien conscience que je n'ai répondu qu'à quelques questions et la partie finale arrivera la semaine suivante pour conclure définitivement. Notamment, la semaine suivante, je vais proposer une solution car je pense qu'il existe une manière de faire. Je vais continuer à exposer les failles du système actuel et je vais m'efforcer de vous montrer comment on peut y remédier. J'ai bien conscience que cette vidéo était difficile à suivre, mais je refuse de faire une énième vidéo sur le sujet comme il y en a tant d'autres sur la triche sur internet qui ne creusent pas en profondeur. J'ai la chance à titre personnel d'être à la fois un joueur d'échecs et un matheux et je vais en profiter pour vous donner le maximum d'informations de ce que je comprends sur le sujet. Je ne suis pas infaillible et j'invite tous les matheux et éventuels mathématiciens qui verraient cette vidéo à critiquer constructivement ce que j'ai pu y dire. En gardant bien sûr à l'esprit, mais ils en auront conscience, j'en suis certain, que c'est une vidéo à cheval sur la vulgarisation. Il y a énormément de détails et de calculs que je n'ai pas donnés, parce que c'est déjà assez lourd comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour la conclusion.